bonjour, hi. Je veux commencer en disant qu'il y a la traduction simultanée en bas si vous cliquez sur Interprétation, le petit globe, right? So there's simultaneous translation if you go and click on the globe at the bottom of your screen. And if you have any questions, there'll be a period at the end for questions. And if you don't wish to appear in the video, you can just turn your camera off and then if you don't ask a question, you won't appear. Donc, vous pouvez cliquer en bas sur le globe pour l'interprétation et si jamais vous ne voulez pas apparaître sur l'écran, vous pouvez éteindre la vidéo. Donc, je m'appelle Lila Cashew et je suis la coordinatrice de recherche pour Dohondogansondoje, l'environnement réseau pour la recherche sur la santé des Autochtones du Québec. Nous aimerions commencer ce webinaire pour remercier tous nos panélistes qui ont accepté de partager avec nous et avec vous aujourd'hui le travail qu'ils font auprès des jeunes autochtones de ce territoire. Nous aimerions également remercier toutes les personnes qui sont ici en tant que spectateurs et qui partagent notre intérêt à alimenter les discussions portant sur les pratiques prometteuses favorisant la transformation institutionnelle de l'éducation et donc facilitant la réussite et la persévérance des étudiants autochtones tout au long de leur cheminement scolaire. Nous nous trouvons actuellement à Tiohtià:ke, territoire non cédé, Kanien'kehá:ka, aussi fréquenté historiquement par la nation Anishinaabe. Nous vous invitons à partager dans le chat les peuples autochtones qui ont façonné le territoire sur lequel vous vous trouvez aujourd'hui. Je vais passer la parole à Audrey. Audrey, on n'entend pas. Évidemment. Oui, bonjour. Donc, comme ma collègue l'a dit, mon nom est Audrey et je suis assistante de recherche pour l'ERSA Québec. Donc, on veut vous souhaiter la bienvenue au 5e webinaire de la série portant sur les pratiques innovantes et prometteuses qui favorisent la réconciliation, l'autochtonisation et la décolonisation des milieux postsecondaires et donc la réussite et la persévérance des étudiants autochtones. Le webinaire d'aujourd'hui va porter sur les comités paritaires et entièrement autochtones et les postes qui sont dédiés à la réconciliation. Donc, en réponse aux appels de la Commission de la vérité et de la réconciliation du Canada, plusieurs établissements postsecondaires se sont dotés de comités ou ont créé des postes qui sont dédiés pour soutenir les initiatives de leur établissement. Ces instances incarnent plusieurs rôles au sein de la gouvernance des institutions postsecondaires, allant de rôles consultatifs à la gestion administrative des actions de décolonisation, réconciliation, autochtonisation. Certaines de ces instances sont activement impliquées dans la planification stratégique de réconciliation de leur établissement et impliquent des champions interservices et interfacultaires afin de déployer à plus grande échelle des actions transformatrices. Comme ces instances sont des initiatives qui sont très récentes encore au Québec, il y a peu d'informations disponibles documentant extensivement leur histoire, leur réalité, leur formation, leurs défis et leurs succès. Donc, le webinaire d'aujourd'hui va donner la voix aux personnes qui œuvrent dans ces comités ou dans ces postes dédiés. Comme première panéliste, nous accueillons de l'Université de Montréal, Annie Pullen-Sansfaçon, qui est l'une des membres fondatrices du comité Kwekwe et qui est aussi membre de la nation Wendat. Elle est professeure titulaire de l'École de travail social de l'Université de Montréal et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les enfants transgenres et leurs familles. Donc, je vais donner la parole à Annie. Merci, Tiawan, Audrey, Kwekwe, tout le monde. Je suis contente d'être ici. Ça va être assez informel, en fait. On m'a demandé de parler un petit peu du comité Kwekwe. Fait que je vais vous expliquer un peu c'est quoi parce que je suis certaine que pas grand monde connaît ça. Donc, le comité Kwekwe, c'est un comité des employés à l'Université de Montréal. C'est un comité des employés autochtones à l'Université de Montréal. Et ce qui est intéressant dans ce comité-là, en fait, c'est que c'est vraiment pour tous les employés. Donc, on ne s'est pas seulement regroupé en termes de professeurs ou d'autres disciplines ou professions, mais vraiment, c'est tout le monde, toutes les personnes autochtones de l'Université de Montréal qui peuvent se joindre à ce comité-là. Il a été mis sur pied, j'essaie de trouver des informations parce que ça s'est mis sur pied en fait pendant la COVID, puis c'est comme on a
a une amnésie des fois là, des moments, puis on n'a pas écrit beaucoup en fait. Fait que je pense qu'on est vraiment allé avec notre tradition orale, mais le comité Kwekwe a été mis sur pied là, au début des années 2020. Puis ça a été vraiment quelque chose de part et pour. C'était au début du lancement du plan stratégique Place au premier peuple 2020-2023. On venait juste d'embaucher, l'université venait juste d'embaucher Caroline Géina, qui était notre conseillère principale autochtone, en fait la prédécesseur de Samuel Rainville, qui maintenant agit à ce titre-là. Et puis, comme on est quand même pas nombreux, là, je pense comme dans plusieurs universités, on a vraiment senti un désir quand on a rencontré Caroline dans le cadre d'une activité là, d'essayer de se voir un petit peu plus, puis de créer des liens parce que je pense que tout le monde se sentait un peu isolé. C'est rare en fait d'avoir des gens qui travaillent dans les mêmes départements ou facultés que nous. Et puis, c'est pas en fait tout le monde qui vont mettre nécessairement leur identité autochtone de l'avant. Donc, c'est difficile de savoir qui est autochtone, qui partage ces valeurs-là. Donc, on a décidé en fait de commencer à se rassembler de façon très, très organique, où est-ce que quand quelqu'un avait à se prononcer sur peut-être une orientation ou une façon de faire dans notre département par rapport à des enjeux autochtones, ben, au lieu de prendre la décision tout seul, ce qui peut être quand même des décisions qui sont lourdes là, parce que bon, il y a plusieurs communautés, il y a plusieurs besoins, il y a plusieurs, on peut pas en fait clamer qu'on connaît tout sur tout le monde. Donc, on avait commencé de façon organique en fait à s'envoyer des petits teams puis se dire est-ce que vous êtes disponible cet après-midi, j'aimerais ça discuter d'une chose. Et puis, en fait, de fil en aiguille, on s'est mis vraiment à faire appel à l'un ou l'autre, chargé de cours, professeurs, autres professionnels. Et ben, c'est ça, vers le mois de septembre là, 2020, on a créé officiellement le comité Kwekwe. Pour justement essayer de mettre de l'avant, je dirais, un petit peu plus les valeurs autochtones, mais de différentes nations. Et puis, comment je vous dirais, une des premières choses qu'on a faites, c'est qu'on a, en collaboration avec le secrétariat général, on a eu quand même quelques actions qu'on a faites là, depuis la création du comité Kwekwe, mais je pense que quelque chose qu'on peut vraiment être fiers, c'est qu'on a mis sur pied, en collaboration avec le secrétariat général, le prix de la valorisation des langues autochtones. Donc, on a travaillé avec, c'est ça. Donc, le secrétariat général, aujourd'hui, c'est avec un vice-rectorat. Là, ça l'a changé de département, mais on a travaillé avec eux pour justement avoir un prix de la valorisation des langues autochtones parce qu'un des enjeux pour nous, c'est que justement, nos langues, on les parle pas. Puis dans le comité, en fait, on a la chance d'avoir Yvette Molène, qui est professeure de langue Innu. Donc, Yvette met beaucoup de l'avant, justement, l'importance de la langue. Et pour d'autres comme moi, par exemple, dans la nation Wendat, où est-ce qu'on n'a pas tellement l'occasion de l'apprendre ou même de la parler là, pour ce qui est utilisé aujourd'hui, on trouvait que c'est important. Fait qu'on s'est dit, tiens, on va essayer de développer quelque chose qui va mettre de l'avant ces langues-là, puis aussi célébrer le fait que dans un de nos départements à l'Université de Montréal, on a une professeure experte de langue Innu qui transmet là, ces savoirs-là. Donc, on a mis ça, en fait, on a fait la première remise, là, c'était dans la Journée nationale des peuples autochtones en 2020. Puis la lauréate, c'était pas organisé comme ça, c'est nous qui avons décidé, mais c'est Yvette qui l'a eu, Yvette Molène, qui a été la première, en fait, récipiendaire de ce prix-là. Donc, c'est notre gardienne, c'est la gardienne de la langue Innu. Puis on a refait l'édition en 2021 où est-ce qu'on a donné le prix à 2 personnes. C'était très difficile de choisir parmi les gens qui ont appliqué parce qu'en fait, c'est un concours ouvert. Vous allez probablement recevoir, là, si ça vous intéresse, on pourra faire circuler lors de la prochaine édition. Mais c'est vraiment un concours où les gens peuvent déposer les candidatures de personnes. Donc, on avait reçu d'excellentes candidatures et on a remis le prix à 2 personnes, là, Katé Nonri Iris Stacy, qui est de la nation Ganigara, et Marcel Godbout, qui est un professeur de langue Wendat, qui était mon professeur aussi. Et puis en 2002, on l'a donné à Nicole Petitcoué comme gardienne de la langue atikamekw. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on est fiers d'avoir pu mettre sur pied parce qu'en fait, je pense que le travail, comme je l'ai dit, du comité Kwekwe, non seulement ça permet entre nous de se parler, de se comprendre, de comprendre les enjeux universitaires, d'aussi des fois développer des stratégies ensemble au niveau de la décolonisation, mais aussi de valoriser les cultures qui sont à l'intérieur de l'université. Puis quand on n'est pas nombreux, ben
c'est difficile de faire ça. Donc, ça nous permet en fait aussi de le faire. Puis, on est aussi impliqué dans d'autres choses, là, comme par exemple, on a participé à la semaine MITIG, qui est aussi juste avant en fait la journée Vérité-Réconciliation. La semaine MITIG, c'est une semaine là, culturelle, en fait, pour les nations à l'Université de Montréal. Puis, il y a 2 ans, je pense, on avait organisé un panel où est-ce qu'on parlait justement de c'était quoi l'identité autochtone en contexte universitaire, comment qu'on vit ça, nous, puis comment qu'on met ça de l'avant. Donc, c'est un comité, en fait, qui est, comme je vous dis encore une fois, assez informel, mais qui, somme toute, je pense, après 3 ans d'existence, maintenant, presque a réussi à faire des choses assez intéressantes. Puis, je vous dirais que la chose la plus importante pour moi, c'est vraiment d'être capable de se consulter pour prendre des décisions. Parce que souvent, les personnes autochtones ici vont le savoir, là, on est souvent mobilisés, on se fait souvent demander dans le milieu universitaire, peux-tu faire partie de ce comité-là, peux-tu faire ça, parce en fait, on est supposé représenter, mais en fait, on ne représente pas. Fait que le comité, c'est vraiment intéressant parce que ça nous permet de partager justement nos connaissances, puis comment on voit les choses, puis avoir des orientations, je pense, qui sont plus rassembleurs que si c'est juste une personne qui participe à un comité. Fait que je dirais, c'est à peu près ça, là. J'ai pas préparé quelque chose de formel, mais je sais pas si ça vous aide. Oui, merci, merci Annie pour ce partage. Pourquoi c'est important pour toi d'avoir ce comité-là, personnellement, quand tu penses à toi, à ton expérience? Ah, ouais, ben en fait, je n'ai pas parlé, mais c'est ça. Au-delà de ça, il y a aussi tout le soutien là, qu'on s'apporte l'un l'autre parce que c'est pas. En fait, c'est pas toujours facile d'être une personne toute seule dans un département. Comme je vous ai dit, souvent, il y a des rôles qui nous sont, ils ne les imposent pas, mais ils nous demandent est-ce qu'on peut les prendre. Puis bon, fait que des fois, c'est quand même, ça peut devenir lourd. Donc, c'est bien d'avoir d'autres personnes des communautés avec qui on peut partager. Puis je pense que le comité Kwekwe, en fait, est devenu une espèce ben, c'est vraiment un groupe, c'est un groupe de personnes qui se soutiennent. Tu sais, on est très en contact, en fait, par Messenger. Fait qu'on est vraiment en contact de façon très, très informelle où est-ce que quand une personne va vivre quelque chose de particulier, elle va pas avoir peur, en fait, de l'écrire sur notre chat. Et puis là, ben, les autres vont pouvoir embarquer puis dire, ah oui, ben, je pense que ça, peut-être, Fait qu'on peut partager des difficultés, mais aussi des super belles nouvelles qui nous arrivent sur notre vie personnelle. Fait que ça nous donne, moi, je pense que c'est vraiment, c'est fort au niveau du soutien mutuel entre employés. Puis comme je l'ai dit, ce qui est particulier aussi, que c'est pas juste des profs ou c'est pas juste des employés d'un groupe et c'est vraiment ça, c'est vraiment riche. Je pense que c'est particulier parce qu'on fait pas ça souvent dans les universités de travailler non seulement à travers les disciplines, mais aussi à travers les différents corps de profession, corps de métier. Fait que c'est très riche en termes de soutien mutuel. Puis, est-ce que le comité soutient d'autres instances à l'intérieur de l'université, comme par exemple le comité étudiant autochtone de l'UDEM? Est-ce que c'est un des rôles que vous avez? Ben, en fait, c'est ça, on n'a pas de. Écoutez, j'ai cherché, en fait, hier, là, il faut que je prépare quelque chose sur le comité Kwekwe. Je suis une des membres fondatrices, puis je ne suis même pas capable de vous présenter un organigramme. C'est vraiment ça qui est intéressant, en fait, parce que si vous parlez à des gens de l'université, ils vont dire, oui, 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 on connaît le comité Kwekwe parce qu'on est invité, parce on a développé des trucs, mais en fait, on n'a pas de structure formelle. Fait qu'on est vraiment une entité qui est organique. Fait que c'est certain que ben, par exemple, une personne qui travaille, par exemple, au soutien étudiant va être aussi membre du comité Kwekwe. Fait que s'il y a des enjeux qui sont vécus par les étudiants, ben, elle va le rapporter au niveau du comité Kwekwe, puis on va voir si ensemble, on ne peut pas essayer de faciliter. Fait que ça crée en fait des réseaux à l'intérieur, des réseaux informels, mais en fait, des réseaux quand même assez puissants, je vous dirais, parce que justement, on est un petit peu partout. Fait que fait que oui, je vous dirais probablement qu'on travaille avec tout ce monde-là, mais pas de façon formelle. Fait que si vous cherchez un organigramme, vous n'allez pas en trouver, mais par nos positions, puis parce qu'on n'est pas juste dans un département ou un métier, ben, ça fait qu'on comprend un peu ce qui se passe un peu partout au niveau des enjeux autochtones.
Fait que c'est intéressant dans ce sens-là. Non, en effet, c'est vraiment intéressant de la façon que tu parles qu'il n'y a pas, tu sais, en fait, que le fait que ce ne soit pas juste pour les membres de la faculté, mais que ça s'étende aussi aux employés. Ça, c'est un peu, je ne vais pas dire hiérarchique, mais d'une certaine façon, c'est que ça reconnaît que tous les membres, dans le fond, ont une contribution qui est vraiment importante à faire au groupe. Bien, ça l'est, en fait, parce qu'en fait, on n'a même pas de président ou vice-président. Je peux même pas vous dire c'est qui organise le comité Kwekwe. Comme j'ai dit, on a développé ça de façon organique et maintenant, ben, quand on entend parler d'un employé autochtone, ben, on l'invite à venir. Puis juste avant Noël, on s'est fait un petit souper, puis il y avait des gens. Puis bon, chez nous, cet été, on a fait un autre petit party, puis c'est comme je peux-tu emmener cette personne-là? Oui. Donc, on invite les gens à mesure qu'on entend des nouvelles personnes, on les invite à joindre, mais il n'y a personne de euh, responsable du comité Kwekwe. Fait que c'est vraiment une implication. Je pense que c'est pour ça, en fait, que c'est si important puis que ça a une valeur. C'est que les gens qui se joignent au comité, ben, c'est vraiment, ils sont là parce qu'ils ont envie. C'est pas parce qu'il y a des rôles formels, en fait. Il n'y a pas d'hiérarchie. Puis, qu'est-ce que tu souhaites pour le futur du comité? C'est quoi, dans le fond, ta vision à long terme pour ce comité-là? Ben, continuer à se faire connaître, continuer à valoriser les cultures autochtones à l'intérieur des universités, de notre université, puis peut-être faire en sorte que plus de personnes vont vouloir s'autodéclarer peut-être aussi avec ce genre de comité-là, parce que ça, c'est pas facile, hein? Quand il n'y a pas de structure puis qu'il n'y a pas de soutien, les gens, des fois, ont des craintes ou vont pas nécessairement le dire. Puis ça, c'est un peu difficile parce qu'en fait, nous, on n'a même pas de liste d'employés. Tu sais, on ne sait pas nécessairement qui. Fait que j'espère que ça va continuer, en fait, à faire boule de neige, puis que les employés, les nouveaux employés vont entendre parler de nous, puis qu'ils vont vouloir se joindre, puis qu'on va continuer à développer notre communauté à l'intérieur de l'Université de Montréal. Je vois juste une question. Est-ce que vous vous sentez bien soutenu, reconnu et respecté par les autres entités au sein de l'UDEM? Ben, je vous dirais que oui. Tu sais, comme je l'ai dit, on n'est pas formel, donc on n'est pas une entité qui peut dire ben, le comité Kwekwe demande telle chose. Mais je pense qu'il y a quand même un désir, je pense, de l'université de travailler avec nous. Souvent, je pense que ça va passer par le conseiller principal, qui est beaucoup en lien avec la haute direction. Fait que je sens qu'il y a quand même un désir de travailler là, avec le comité. Puis je pense qu'il y a aussi une certaine reconnaissance là. Mais je pense qu'en fait, je pense que les gens disent ah ben c'est une personne qui est autochtone et qui s'affirme comme autochtone, qui s'affiche comme autochtone, donc elle doit être membre du comité Kwekwe. Donc, ils vont faire eux-mêmes des liens avec le comité, là. Même si, en fait, il n'y a pas d'adhésion formelle. Je ne sais pas si ça fait sens, là, mais je pense que oui. Je pense qu'il y a un désir de travailler avec nous, puis de comprendre un peu c'est quoi les besoins puis les perspectives des personnes des premiers peuples. Ouais. Annie, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et d'avoir présenté, dans le fond, le comité Kwekwe. Même si tu n'as pas de document, je pense que tu as fait un portrait qui était bien apprécié. Donc, merci encore une fois pour ta présentation. Merci pour l'invitation. Notre dernière invitée, on accueille Jeannette Marc de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et qui est membre de la Nation Cri. Elle a occupé plusieurs postes au sein de l'université depuis 2002 et est conseillère stratégique à la réconciliation et à l'éducation autochtone depuis 2022. Donc, je vais te donner la parole et je vais m'effacer. Oui, Watcha, bonjour tout le monde. Alors, ça me fait plaisir de passer un peu de temps là, avec vous ce midi. J'ai préparé un PowerPoint, alors je vais le partager. Ça ne sera pas très long. Je vais juste m'assurer. Est-ce que vous voyez les commentaires? Oui, hein, je pense que c'est ça. Voyez-vous les commentaires? Non? OK,
Parfait. Alors c'est ça, j'occupe ce poste-là quand même, c'est assez récent. Je dirais, c'est depuis en mars 2021, dans le fond, le poste de conseillère là, a été créé, mais j'ai pas mal débuté là, à temps plein dans mon poste là, à partir de l'automne, parce que je dirais les 7-8 dernières années, là, j'étais au service de la formation continue à l'UQAM. Alors, je vais suivre mon PowerPoint dans le fond. Ce qu'on m'a demandé aussi de faire, c'est de partager avec vous un petit peu mes expériences et un peu mes points de vue aussi en lien avec le thème d'aujourd'hui, puis de parler effectivement de mon poste. Et puis vous allez voir un peu, oui, au travers de la présentation, on peut voir qu'il y a certains succès aussi, puis quand même des enjeux aussi qu'on peut rencontrer là, dans une université comme la nôtre aussi. Et le but de ma présentation aussi, c'est de rendre ça le plus concret possible aussi. Alors c'est ce que je vais tenter de faire. Alors, dans le fond, la création de mon poste de conseillère stratégique à la réconciliation et éducation autochtone, ici, vous retrouvez un peu le sommaire. Hein? On parle d'exercer une fonction de conseil et de suivi là, de l'application en matière de dossiers autochtones divers. Agir à titre de personne ressource à l'UQAT, autant auprès du personnel, étudiants autochtones, non autochtones, partenaires autochtones, mais aussi, je dirais, des partenaires aussi à l'externe, en dehors de l'UQAT, là, des organisations non autochtones. Et autre chose aussi, c'est de faire des travaux d'analyse, de conseil, d'assistance aussi à la direction de l'UQAT sur des sujets qui touchent les cultures et les questions autochtones. Alors, c'est quand même assez large. Moi, j'avais toujours dit, quand le poste a été créé, qu'un des dangers, parfois, c'est que ça devienne un fourre-tout, hein? Où il y a toutes sortes de demandes qui arrivent. Et alors, c'est ça, c'est parfois un petit peu le danger qui peut exister par rapport à ce type de poste-là. Juste pour vous montrer un petit peu en détail certains exemples là, de tâches et de responsabilités qui se retrouvent là, dans la description de tâches. C'est sûr qu'il y a les plans d'action. Hein. On a à l'UQAT le plan d'action, l'UQAT et les peuples autochtones, mais il y a aussi le plan institutionnel de l'UQAT où on retrouve quand même un enjeu important à l'intérieur de ce plan-là. Ensuite, on dit de développer, mettre un processus qui permet de développer la relève autochtone aussi. Et je vois que M. Vicaire aussi, ça fait partie aussi de leur priorité à Concordia. On parle aussi de soutenir et documenter les travaux de l'université dans l'autochtonisation des cours et des programmes. Je vous dirais qu'actuellement, on n'est pas encore organisé là, à ce niveau-là, mais il y a quand même des discussions, des échanges aussi avec les différents départements services là, à ce niveau-là aussi. Ensuite, on parle de voir à la mise en place et l'organisation d'ateliers, des séances d'information aussi, que ce soit sur l'autochtonisation et la décolonisation et l'autochtonisation aussi, assurer l'implantation des recommandations et des appels à l'action des différentes commissions d'enquête qu'il y a eu et qui concernent les universités, parce que les universités sont très concernées hein, de ces rapports-là. Et de former aussi le personnel sur divers sujets en lien avec les dossiers autochtones quand c'est requis. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs formations qui sont offertes gratuitement auprès du personnel, à l'ensemble de la communauté universitaire, que ce soit des formations qui se tiennent en présentiel ou en mode synchrone, mais il existe aussi une formation Peuple autochtone 101 là, qui est disponible depuis l'année passée, là, qui dure un bon 7 heures et qui est en ligne là, en mode asynchrone pour le personnel aussi, mais est ouvert aussi pour le grand public aussi. C'est sûr qu'il y a des coûts là, pour ça.
Pour finir là-dessus, au niveau des tâches et responsabilités, bon, bien sûr, de participer à des réunions clés, des conférences, événements, etc., sur les enjeux autochtones, aussi d'agir comme porte-parole aussi pour le CAP dans certains événements et bien sûr d'exercer un rôle conseil là, et de soutien là, auprès du personnel. Alors, ça pourrait être dans la résolution d'un problème, d'une situation, ou bien parfois, il faut aussi référer aux besoins des ressources internes et externes qui sont disponibles aussi. C'est sûr que je ne suis pas seule dans mon équipe. Nous, depuis l'automne 2021, on a créé le service Mamawi Mikimudan, qui veut dire faire ensemble. Et vous avez Frédéric Cornelier, qui est conseiller en développement de projets autochtones. Frédéric, c'est une personne qui a un bac et une maîtrise en anthropologie, qui s'intéresse beaucoup aux questions autochtones. Mylène Jubainville, qui est agente de recherche et qui a une formation là, en histoire. Il y a moi et bien sûr Suzy Raté aussi qui est agente de liaison, qui s'occupe de tout l'aspect promotion, recrutement, qui est sur le terrain aussi. Et Suzy a plutôt une formation là, en enseignement, en éducation préscolaire et primaire. Alors, c'est sûr qu'actuellement, le service Mamawi Mikimudan, nous sommes les 4 professionnels et c'est certain que la liste des projets, des initiatives, des dossiers est quand même assez longue et parfois, ça peut faire peur un petit peu, mais on y va une journée à la fois, puis un mois à la fois et une année à la fois aussi. Alors, on relève de qui, dans le fond? C'est tout nouveau. Depuis l'automne 2020, non, pas depuis l'été 2022, excusez, il y a un nouveau vice-rectorat qui a été créé qui s'appelle, on l'appelle le VRIP, dans le fond, c'est le vice-rectorat à la réconciliation et au développement international et partenarial. Alors, c'est Mme Lynn Tran qui est la vice-rectrice. Ce nouveau vice-rectorat, dans le fond, vous voyez les champs de responsabilité, dans le fond, à gauche, c'est qu'il y a quand même 4 grands enjeux stratégiques et transversaux là, de développement institutionnel. On parle des relations et l'engagement de l'UQAT auprès des premiers peuples. Il y a le volet internalisation de l'UQAT, le développement partenarial, il y a la formation continue et bien sûr, il y a aussi la traduction institutionnelle parce qu'il ne faut pas oublier que l'UQAT fait partie du réseau UQ, alors c'est au départ, c'est francophone, mais on a une permission spéciale pour pouvoir offrir des programmes aussi en anglais auprès des communautés autochtones. Alors, vous retrouvez les services à droite qui fait partie de ce VRIP. Dans le fond, c'est le service de la formation continue, service Mamawi Mikimudan, UQAT international et développement partenarial. Et bien sûr, l'équipe de l'équité, diversité et inclusion. Alors, ce sont des équipes qui existaient déjà, sauf le service Mamawi Mikimudan qui n'existait pas. Et on a été regroupés sous ce nouveau vice-rectorat. Ça permet bien sûr d'éviter de travailler en silo aussi. Et ce qui est extrêmement motivant dans cette nouveauté, dans le fond, dans ce nouveau VRIP, c'est que, puis là j'emprunte les mots de Mme Lynn Tran qui nous disait dernièrement que c'est nous qui écrivons notre propre histoire, dans le fond. Et qu'on est des bâtisseurs et qu'on a une page semi-blanche et dans le fond, c'est nous, l'équipe au grand complet, dans le fond, qui écrit notre propre histoire. Alors, le VRIP, actuellement, on y retrouve près de 30 personnes qui se retrouvent sous le vice-rectorat. Et c'est sûr qu'actuellement, il y a vraiment un gros travail de structuration aussi. Et c'est un des défis qu'on rencontre aussi actuellement. Et je voulais juste vous montrer l'organigramme. Ah, je ne l'ai pas. Je pensais que je l'avais. J'avais gardé Ah, je ne l'ai plus. C'est bizarre. Parce que j'avais l'organigramme, dans le fond, que j'avais mis dans un PowerPoint. Dans
dans le fond, c'est qu'à l'UQAT, c'est sûr, comme d'autres universités, il y a le conseil d'administration, vous avez le rectorat, dans le fond, et par la suite, vous avez les autres, il y a le vice-rectorat aux ressources, le vice-rectorat à l'enseignement, à la recherche et à la création, et il y a notre nouveau vice-rectorat. Et vous avez sans doute déjà entendu parler de l'École en études autochtones. Ce sont des professeurs, ils sont à peu près 7, je crois, à l'heure actuelle, dont une Atikamekw qui est Suzy Basile. Eux se retrouvent sous le vice-rectorat à l'enseignement, à la recherche et à la création. Alors, c'est nous, le service Mamawi, Mikimudan, dans le fond, ne relève pas de l'École en études autochtones ou du vice-rectorat où ils sont. Ensuite, pour revenir un peu au service Mamawi Mikimudan, je voulais quand même vous présenter quelques exemples de dossiers, projets sur lesquels on a travaillé là-dessus au courant des 2 dernières années. Il y a la mise en place de la table multiservice MAMU, je vais vous en parler dans quelques secondes. Il y a aussi, bien sûr, la mise en valeur des cultures dans les centres et campus, que ce soit, par exemple, l'acquisition d'œuvres d'art à Val-d'Or ou à Chibougamau ou d'autres centres et campus là, à venir. Il y a, bien sûr, on tente de faire une analyse des besoins de formation à peu près aux 5 ans aussi. Il y a la mise en place d'une démarche de reconnaissance territoriale aussi à l'UQAT. Je vais vous en parler aussi parce que nous, on a formé un comité paritaire, dans le fond, pour travailler sur ce dossier-là. Oui, il y a les guides des bonnes pratiques, un peu comme M. Vicaire aussi l'a mentionné. Il y a un besoin pour ça aussi. Bien sûr, un autre exemple, c'est le travail qui est fait par ma collègue Mylène Jubainville sur toute la question de la terminologie. Parce que je pense que c'est important de définir les différents concepts. On parle beaucoup de décolonisation, l'autochtonisation, sécurisation culturelle, etc. Mais ça veut dire quoi tout ça? Puis comment on l'applique concrètement sur le terrain, dans son travail, dans les cours, etc. Fait qu'il y a un document là, qui est en relecture actuellement et ça va être un outil qui va être disponible là, dans le fond pour le personnel. Alors, ce sont des exemples de ce qui a été fait. La table multiservice MAMU, ça faisait partie du plan d'action l'UQAT et les premiers peuples de créer une table où, dans le fond, cette table-là regroupe les services de différents corps d'emploi, dont des directeurs, des professeurs et une majorité de professionnels. Alors, vous retrouvez là, les cercles. On retrouve à peu près une quinzaine de services et départements. Fait que ça veut dire, par exemple, UQAT International, la bibliothèque qui gère les différentes bibliothèques, que ce soit à Rouyn-Noranda, Val-d'Or, Amos, le service Premier Peuple qui travaille directement avec les étudiants, notre service, le service des communications et de recrutement, le SPUFAD, dans le fond, les services de pédagogie universitaire et de la formation à distance, formation continue, service aux étudiants, le registraire, etc. Alors, tous ces services-là se rencontrent. D'ailleurs, j'avais une rencontre ce matin avec la table à tous les 2 mois, on se rencontre et c'est fort intéressant, c'est très stimulant parce que tout le monde arrive avec c'est sûr qu'il y a beaucoup de place, on fait beaucoup de place aux réalités autochtones, aux enjeux, les défis, les nouveautés, etc. Ce qui est intéressant avec une table comme ça à l'interne, c'est qu'on voit que les responsabilités qui concernent les enjeux et les perspectives des peuples autochtones, bien, ça ne repose pas uniquement sur une personne ou un service. Hein. Je pense que ceux qui travaillent très souvent à ce niveau-là dans les dossiers autochtones, c'est souvent les mêmes personnes qui sont sollicitées. Quelqu'un le mentionnait tantôt aussi. Fait que, et là, c'est de rendre cette responsabilité-là, dans le fond, c'est tout le monde, c'est tous les services, mais bien sûr, on a besoin de se parler, d'échanger
les bonnes pratiques, des outils, etc. Fait qu'à partir de cette diapo-là, on peut voir aussi l'ampleur des relations qu'il faut construire là, à l'intérieur à l'intérieur des universités. Aussi, vous voyez ici une petite liste dans le fond, qu'est-ce que la table fait. Dans le fond, ça permet de favoriser la coordination et la collaboration dans tous les projets, les initiatives qui touchent les dossiers autochtones. Ça permet d'améliorer la communication parce qu'on partage et on diffuse des informations là, en lien avec les projets, les initiatives autochtones à travers les différents services. Ça permet de mobiliser aussi et concerter les acteurs qui sont impliqués dans les différents services et aussi de partager les bonnes pratiques et les initiatives et bien sûr d'établir des liens entre les services et les départements. Alors, on est rendu dans notre deuxième année. On va terminer notre deuxième année là, en juin. Et la première année, on se rencontrait à chaque mois. Et après une évaluation, bien, les gens trouvaient que ça arrivait vite, là, le fait de le faire à chaque mois. Et maintenant, cette année, dans le fond, la rencontre se déroule une fois aux 2 mois et les rencontres sont déjà prévues là, à l'avance. Quand on arrive à l'automne. Alors, c'est le service Mamawi Mikibudan, dans le fond, qui anime et qui prépare l'ordre du jour, puis tout ça, puis qui prépare le déroulement de la rencontre. Alors, ça, c'est un exemple de comité qui existe. Bien sûr, dans ce comité-là, c'est majoritairement, tu sais, c'est des employés des différents services. Alors, il y a quelques personnes autochtones qui siègent, dont moi, mais il y a aussi Bérénice Molène-Dupuis aussi du service de la formation continue qui siège aussi à cette table-là. Mais la majorité, c'est ça, ce sont des personnes non autochtones, mais c'est vraiment des employés de l'UQAP. Mais c'est très stimulant. Moi, quand je termine la rencontre, je trouve ça intéressant de voir et de découvrir les alliés. C'est qui les alliés à l'UQAP et tout ça. Et en même temps, on diffuse l'information au niveau transversal. Puis ce qu'on souhaite, c'est que l'information soit partagée là, à l'intérieur des équipes. Ici, vous avez une liste de chantiers, là, des exemples de ce qu'on fait à l'intérieur de la table multiservice MAMU. Par exemple, les responsables de la bibliothèque travaillent beaucoup à décoloniser aussi la bibliothèque. Il y a la collation des grades pour les étudiants autochtones. Il y a eu un lancement d'un aide-mémoire en langue autochtone qui s'est fait il y a à peu près 1 an. L'espace de concertation, je vais vous en parler dans quelques minutes. Là, on est en train de préparer la semaine pour l'élimination de la discrimination raciale aussi. Puis la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, bien, on en parle à cette table-là. Alors, il y a un comité de travail qui va se former pour organiser, dans le fond, la journée du 30 septembre. Alors, ce sont des exemples. L'espace de concertation, c'est quand même assez nouveau. Ça aussi, ça faisait partie du plan d'action l'UQAP et des peuples autochtones. Qu'est-ce que c'est cet espace de concertation? Bien sûr, suite à des rencontres de la table multiservice MAMU, on a découvert qu'avec vous avez Bruno Philippe qu'on retrouve en bas à droite, Bruno Philippe Richard, qui est conseiller pédagogique et soutien à l'enseignement universitaire au service de pédagogie universitaire et de formation à distance, avec ma collègue là, Frédéric Cornelier. Les deux ont la responsabilité, dans le fond, de planifier les activités. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les visées de cet espace-là? C'est de favoriser l'enseignement et la mise en valeur des perspectives autochtones dans les cours, réfléchir aux approches pédagogiques pour l'enseignement aux Autochtones et aussi de mettre à la disposition là, de la documentation, du matériel, des ateliers, de la formation pour le corps enseignant. Alors, c'est sûr que c'est un premier pas vers le chemin de la décolonisation et d'autochtonisation, mais on se rend compte aussi que parfois, j'ai entendu, moi, des fois, des professeurs dire, moi, j'aimerais ça faire quelque chose, mais je ne sais pas
je ne sais pas quoi faire, par où commencer, puis tout ça. Alors, surtout les gens qui n'ont jamais travaillé au niveau des questions autochtones ou qui n'ont pas de lien de réseau, ça peut être très difficile pour les professeurs. Alors, dans le fond, on a mis en place cet espace-là où on organise, là, dans le fond, c'est ça. Vous avez soit des ateliers où on va rendre disponible la documentation sur le site là, enseigné à l'UQAT. Maintenant, la mise en place du comité de reconnaissance territoriale, ça, on a travaillé pendant un peu plus d'1 an sur ce dossier-là. Pour nous, c'était important de prendre le temps de bien faire les choses. Et souvent, quand on écoute les aînés, c'est quelque chose qu'ils vont souvent dire, hein, c'est, tu sais, pégatch, là, ça veut dire, bon, tu sais, un peu plus lentement, puis tout ça, puis on va, je vois que le temps, j'ai vu un horloge, Audrey. Ça va-tu? Oui, c'est juste que comme j'essaie de laisser un espace à la fin pour... Parfait. Fait que dans le fond, ça, c'est juste pour vous dire, ça n'est on a créé un comité paritaire pour ça. Et c'était important de créer le comité paritaire et surtout pour un sujet tel que la reconnaissance territoriale. Alors, je n'irai pas dans le détail. Là, vous avez les noms, c'est vraiment, on retrouve la moitié des membres sont autochtones. Il y a quelques employés, mais vous avez aussi des personnes autochtones de l'extérieur de l'UQAT. Alors, il y a eu du travail qui a été fait. On a écouté des gens pour poursuivre nos réflexions, autant des Autochtones que des non autochtones. Et dans le fond, ce qui ressort, parce que le lancement, l'énoncé de reconnaissance territoriale a été approuvé par le conseil d'administration la semaine passée et le lancement va se faire, dans le fond, au printemps. Fait que dans le fond, juste pour finir, c'est sûr qu'on demandait aussi c'est quoi les défis puis tout ça, mais moi, ce que j'observe depuis que parce que ça fait quand même 20 ans que je suis à l'UQAT, mais depuis que j'occupe mon poste, on parle un des enjeux aussi, c'est la méconnaissance. Hein, puis je pense que vous le vivez tous, là, et de ne pas avoir assez de compétences culturelles ou informationnelles aussi. Et parfois, c'est inexistant chez certains membres du personnel. Alors, ça fait partie des défis qu'on rencontre. Alors, c'est sûr que c'est important de prendre le temps d'apprendre à se connaître, s'auto-éduquer, volonté de comprendre aussi, écouter, hein, puis l'humilité, d'être capable de dire que je connais pas assez ça, je n'ai pas les compétences, puis tout ça, puis d'aller chercher de l'aide, de demander de l'aide. Vous avez toute une liste là, moi, je les appelle ça les ingrédients que ça prend. Là. Il y a aussi, comme toutes les universités, c'est sûr qu'on veut engager plus d'Autochtones aussi. Vous savez, ce n'est pas si facile que ça non plus. La disponibilité des personnes autochtones dans les comités aussi, quand on veut les consulter. Et pour finir, peut-être une des choses que je pourrais, moi qui me questionne beaucoup par rapport aux différents comités. Puis je pense que ça, c'est important de faire une introspection par rapport à ça, puis de se questionner aussi sur nos façons de faire. Au niveau des comités, je me disais, est-ce que c'est vraiment quand on parle d'un comité de réconciliation, si on retrouve seulement une personne autochtone sur 10, est-ce qu'on peut parler d'un comité de réconciliation? La même chose aux les comités d'autochtonisation. J'écoutais une dame de l'Ouest canadien l'été dernier qui disait « autochtonisation, ça veut dire la façon de faire autochtone ». Alors, encore une fois, si on retrouve seulement que 2 personnes autochtones sur un comité où il y a 10, 15 personnes, est-ce qu'on peut vraiment parler d'un comité d'autochtonisation? Pour moi, c'est non. Fait que c'est ça, fait que je voulais apporter ces réflexions-là. Là, puis, fait que c'est ça. Fait que je vous remercie beaucoup. Puis, ça faisait le tour.
Merci. Merci beaucoup, Jeannette, pour cette belle présentation super extensive. C'est le fun de voir, c'est ça, comment tranquillement les choses se mettent en place au sein de l'UQAT. Puis, c'est inspirant, c'est ça, de voir comment aussi vous avez été capable de concerter plein de personnes au sein de l'université. Je sais qu'une de nos invités doit s'en aller bientôt, donc Annie, tu veux dire un petit quelque chose avant de partir? Oui, oui, je suis désolée, je dois partir, j'ai une autre rencontre, mais merci beaucoup. J'ai vraiment appris, en fait, de vos initiatives. Fait que merci, puis j'espère qu'on va pouvoir rester en contact. En fait, on n'a pas juste le comité, il y a plein de choses qui se passent du top, là, à l'Université de Montréal, mais, mais c'est vraiment intéressant d'entendre vos perspectives. Fait que merci. Merci, merci. Avant la discussion, je dis juste que j'ai mis dans le chat un lien pour le feedback, ce qui nous est très important. On l'utilise par la suite pour former les webinaires. Merci. Et merci à tous les intervenants. Merci beaucoup, Leila.